15 août. Nous nous sommes levés plus tard que d'habitude. Lucie, fatiguée, s'était endormie après que l'on nous eut appelés. Heureusement, surprise, au petit déjeuner, le père Arthur va mieux et voudrait que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Lucie rayonne de joie. Quant à sa mère, elle est heureuse et triste tout ensemble. Elle m'a expliqué son sentiment un peu plus tard dans la journée. Elle a beaucoup de chagrin à la pensée de devoir se séparer de Lucie, mais elle se réjouit que sa fille ait bientôt un mari qui veillera sur elle. Pauvre Madame Westernra. Elle sait, m'a-t-elle confié, qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Et elle n'en a rien dit à sa fille et m'a fait promettre de garder le secret. La moindre émotion risquerait, pour Miss Westerna, d'être fatale. Ah, nous n'avons bien fait de ne pas lui révéler l'aventure de Lucie l'autre nuit. 17 août. Je n'ai pas écrit une seule ligne depuis 2 jours. Je n'en avais pas le courage. Oui, tout semble concourir à me décourager. Je n'ai aucune nouvelle de Jonathan et Lucie me paraît de plus en plus faible. Je n'y comprends rien. Elle mange bien, passe de bonnes nuits, ainsi que de longues journées au grand air. Cependant, elle devient de plus en plus pâle, et la nuit, je l'entends qui respire avec difficulté. Je ne m'endors plus jamais sans avoir attaché la clé de notre porte à mon poignet. Lucie se relève souvent, marche dans la chambre ou s'assied sur l'appui de la fenêtre ouverte. La nuit dernière, je l'ai trouvée qui se penchait au dehors, et c'est en vain que j'ai tenté de l'éveiller. Elle était évanouie. Quand j'ai enfin pu la ranimer, elle était d'une faiblesse extrême et pleurait tout bas entre les efforts très longs et très pénibles qu'elle faisait pour respirer. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle était allée à la fenêtre, elle a hoché la tête, puis s'est détournée. J'espère que ces malaises ne proviennent pas de cette piqûre d'épingle. Je viens, pendant qu'elle dort, d'examiner sa gorge. Les 2 petites blessures ne sont pas encore guéries. Les plaies sont encore ouvertes et même plus larges, me semble-t-il. Les bords en sont d'un rose presque blanc. Si cela ne va pas mieux, d'ici 1 jour ou 2, je demanderai que l'on appelle un médecin. Lettre de Samuel F. Billington et fils solliciteur à Whitby, à messieurs Carter Patterson et compagnie à Londres. 1er août. Messieurs, nous avons l'avantage de vous annoncer l'arrivée des marchandises envoyées par les chemins de fer du Grand Nord. Elles seront livrées à Carfax, près de Purfleet, dès leur arrivée à la gare de marchandises de King's Cross. La maison est inoccupée en ce moment, mais vous trouverez jointes à l'envoi les clés qui toutes portent une étiquette. Vous voudrez bien déposer les 50 caisses dans la partie de la maison qui tombe en ruine et marquée d'un A sur le plan ci-joint. Votre agent reconnaîtra aisément l'endroit, étant donné que c'est précisément l'ancienne chapelle du manoir. Le train emportant les marchandises quittera Whitby ce soir à 9h30 et arrivera à King's Cross le lendemain à 4h30 de l'après-midi. Comme notre client désire que les caisses arrivent à destination le plus tôt possible, nous vous serions obligés de les faire prendre à King's Cross exactement à l'heure dite et de les faire conduire immédiatement à Carfax. D'autre part, afin d'éviter tout retard quant au paiement, vous trouverez ci-joint également un chèque d'une valeur de 10 livres dont vous voudrez bien nous accuser réception. Si les frais étaient en deçà de ce chiffre, vous nous retournerez le reliquat. Si au contraire il le dépassait, nous vous enverrions un second chèque dès avis de votre part. Les clés devront être laissées dans le corridor de la maison, afin que les propriétaires les y trouvent dès qu'il ouvrira la porte d'entrée avec sa propre clé. En espérant que vous ne jugerez pas trop exigeant dans cette affaire, nous vous prions encore de faire diligence et nous vous restons, messieurs, sincèrement dévoués, Samuel F. Billington et fils. Lettre de messieurs Carter Patterson et compagnie, Londres, à messieurs Billington et fils, Whitby. 21 août, messieurs, nous vous accusons réception de votre chèque de 10 livres et nous vous expédions un chèque de 1 pound 17 cents qui nous ont été payés en trop. Les caisses ont été livrées selon vos instructions et les clés, liées les unes aux autres, laissées dans le corridor. Veuillez croire, messieurs, à nos sentiments respectueux. Pour Carter, Patterson et compagnie. Journal de Mina Murray, 18 août. J'écris ces lignes assise sur le banc du cimetière. Lucie va beaucoup mieux aujourd'hui. La nuit dernière, elle ne s'est pas réveillée une seule fois. Encore qu'elle soit très pâle et paraisse bien faible, ses joues reprennent cependant un peu de couleur. Si elle était anémique, cette pâleur pourrait se comprendre, mais il n'en est rien. Elle est d'humeur joyeuse, très gaie, vraiment. Elle est enfin sortie de son silence morbide, et elle vient de me rappeler, comme si j'avais eu besoin qu'on me le rappelât, cette nuit horrible.
et que c'était ici, sur ce banc même, que je l'avais trouvée endormie, tout en parlant. Elle frappait gaiement du talon, la pierre tomba. Mes pauvres petits pieds ne faisaient pas beaucoup de bruit cette nuit-là. J'imagine que le pauvre monsieur Swalls aura dit que c'est parce que je ne voulais pas réveiller Georgie. La voyant dans de telles dispositions, je lui demandai si, cette fameuse nuit, elle avait rêvé. Avant de me répondre, elle fit un moment ces mimes charmantes que son Arthur aime tant, paraît-il. Au vrai, je ne m'en étonne pas. Puis elle reprit, un peu comme dans un rêve, essayant, eût-on dit, de se souvenir elle-même de ce qui s'était passé. Non, je n'ai pas rêvé. Tout me semblait réel. Mais je désirais être ici, à cet endroit, sans savoir pourquoi. J'avais peur de quelque chose et je ne sais pas de quoi. Je me souviens très bien, et pourtant, sans doute, étais-je endormie. D'être passée dans les rues, d'avoir traversé le pont. À ce moment-là, un poisson sauta au-dessus de l'eau et je me penchai par-dessus le parapet pour le regarder. Puis, comme je commençais à monter les escaliers, des chiens se mirent à hurler. On y dit que la ville était peuplée de chiens qui hurlaient tous à la fois. Ensuite, j'ai le vague souvenir de quelque chose de long et de sombre avec des yeux flamboyants, juste comme nous l'avons vu l'autre soir dans le soleil couchant, tandis que j'avais l'impression d'être entourée de douceur et d'amertume, tout ensemble. Ensuite, ce fut comme si je m'enfonçais dans une eau verte et profonde. Un bourdonnement emplissait mes oreilles, comme il se fait, dit-on, chez ceux qui se noient. Alors il me sembla ne plus exister. Mon âme s'envolait de mon corps, flottant dans les airs. Je crois me souvenir que le phare ouest se trouvait juste en dessous de moi. Puis j'eus une sensation de douleur, comme si je me trouvais au milieu d'un tremblement de terre. Et enfin, je suis revenue à moi. Tu étais en train de me secouer, j'ai vu tes gestes avant de les sentir. Elle se mit à rire, ce qui, je l'avoue, me parut étrange, inquiétant. Je l'écoutais rire en retenant mon souffle. La voir ainsi me faisait mal. Je jugeais qu'il valait mieux qu'elle ne pensât plus à cette aventure. J'amenai donc la conversation sur un autre sujet, et tout de suite, elle redevint elle-même. Lorsque nous rentrâmes à l'hôtel, la brise l'avait ravigotée, et ses joues pâles étaient réellement plus roses. Sa mère se réjouit de la voir ainsi, et toutes trois, nous passâmes une très bonne soirée. 19 août. Que je suis heureuse. Heureuse ? Non, ce n'est pas le bonheur, mais enfin, j'ai des nouvelles de Jonathan. Le pauvre, il a été malade. C'est pourquoi il est resté si longtemps sans écrire. Je suis rassurée. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Monsieur Hawkins m'a transmis la lettre que lui a adressée la religieuse qui soigne Jonathan. Et lui-même m'a écrit un mot fort aimable comme toujours. Dès demain, je pars pour aller le retrouver. Si cela est nécessaire, j'aiderai à le soigner, puis nous reviendrons ensemble en Angleterre. Monsieur Hawkins me conseille de nous marier là-bas. J'ai tant pleuré en lisant la lettre de la bonne sœur que je sens encore dans mon corsage où je l'ai glissée la feuille de papier toute mouillée. C'est lui qui l'a dictée, et je dois donc la garder tout près de mon cœur, puisque lui, il est dans mon cœur. Mon voyage s'est arrangé, ma valise est prête. Outre la robe que je mettrai demain matin, je n'en emporte qu'une seule. Lucie expédiera ma malle à Londres et la gardera chez elle jusqu'à ce que je lui demande de me l'envoyer, car peut-être... Mais je ne dois pas en écrire davantage. Je dois d'abord parler de cela à Jonathan, mon mari. Cette lettre qu'il a vue et touchée de ses doigts sera pour moi un réconfort, jusqu'à ce que ce soit près de lui. Sœur Agatha de l'hôpital Saint-Joseph et Sainte-Marie, Budapest, à Miss Wilhelmina Murray. 12 août. Madame, je vous écris cette lettre à la demande de monsieur Jonathan Harker, qui est encore trop faible pour le faire lui-même, bien que son état de santé s'améliore de jour en jour grâce à Dieu, à Saint-Joseph et à Sainte-Marie. Je prie pour vous, madame, et me dis sincèrement vôtre, sœur Agatha. PS. Mon malade étant endormi, je rouvre cette lettre pour vous écrire encore quelques mots. Il m'a beaucoup parlé de vous, m'a appris que vous deviez bientôt vous marier. Tous mes vœux à vous et à lui. D'après le médecin qui le soigne, il a reçu un choc terrible, et dans son délire, moi-même, je l'ai entendu parler de choses effroyables, de loups, de poisons et de sang, de fantômes et de démons, d'autres choses encore que je n'ose pas nommer. Pendant longtemps, il vous faudra prendre garde de ne pas lui remémorer l'un ou l'autre de ces sujets pénibles. Les traces de la maladie dont il a souffert ne s'effacent pas facilement. Nous aurions voulu vous avertir plus tôt de tout ceci, mais nous ne savions pas à qui écrire, n'ayant l'adresse d'aucun de ses amis, d'aucun de ses parents, et il n'avait sur lui aucun papier que nous aurions pu déchiffrer. Il est arrivé chez nous en débarquant du train de Klausenburg, et le chef de gare lui avait fait donner un billet pour la gare la plus proche.
Il est très bien soigné, soyez-en certaine. Par sa bonté et sa douceur, il a gagné ici tous les cœurs. Réellement, comme je vous le disais au début de cette lettre, il va de mieux en mieux, mais je le répète également, vous devrez veiller à sa tranquillité d'esprit. Je prie Dieu et Saint Joseph et Sainte Marie qu'ils vous accordent à tous deux beaucoup d'années heureuses. Journal du docteur Seward. 19 août. Changement soudain et bizarre chez Renfield hier soir. Vers 8 heures, il est devenu fort excité. Il s'est mis à renifler comme un chien lorsqu'il est tombé en arrêt. Le surveillant, frappé de la chose et sachant combien je m'intéresse à ce malade, voulut le faire parler. D'habitude, Renfield lui émane beaucoup de respect et parfois même se conduit envers lui avec servilité. Mais d'après ce qu'il m'a raconté, ce ne fut pas le cas cette fois-ci. Il l'a traité de haut, sans lui répondre quoi que ce fût. Il lui a seulement dit « Je ne veux pas vous parler, vous n'existez plus pour moi. Le maître est près d'ici. » Le surveillant croit qu'il est pris d'un accès de folie mystique. S'il en est ainsi, nous devrons nous attendre à de belles scènes, car un homme aussi robuste que lui, s'il est atteint de folie à la fois mystique et homicide, peut devenir dangereux, très dangereux. À 9 heures, je suis allée le voir. Il eut envers moi exactement la même attitude qu'envers le surveillant. Il semble que, dans son état d'esprit actuel, il ne fasse plus aucune différence entre le surveillant et moi. Sans doute est-ce en effet de la folie mystique, et bientôt il se prendra pour Dieu lui-même. Ces mesquines distinctions entre deux hommes ne sont pas dignes d'un être tout-puissant, comme ces aliénés se trahissent. Le Dieu véritable veille sur un moineau, protège son existence, mais le Dieu que crée la vanité humaine ne distingue pas un aigle d'un moineau. Pendant une demi-heure, et même davantage, Renfield se montra de plus en plus excité. Tout en feignant de ne pas l'observer, je suivais pourtant chacun de ses mouvements. Tout à coup, je vis dans ses yeux ce regard sournois que les fous ont toujours lorsqu'ils se sont arrêtés à une idée, et en même temps il secouait la tête, ce que les surveillants des asiles connaissent trop bien. Puis il se calma, et avec un air de résignation alla s'asseoir sur le bord de son lit. Il se mit à regarder dans le vague avec des yeux éteints. Je voulais savoir si cette apathie était réelle ou simulée, et j'essayais de le faire parler de ces petites bêtes, sujet qui n'avait jamais manqué encore d'éveiller toute son attention. D'abord il ne répondit pas, puis finalement il dit avec humeur « Au diable tout cela! Peu m'importe !»« Comment ?» l'interrompis-je. « Vous n'allez pas me dire que vous vous désintéressez des araignées, car depuis quelques jours, sa principale marotte, ce sont les araignées, et son calepin est rempli de petits chiffres. » À ceci, il répondit d'une façon énigmatique. Les demoiselles d'honneur réjouissent les yeux de ceux qui attendent l'arrivée de la mariée. Mais quand vient celle-ci, les demoiselles d'honneur n'ont plus aucune importance aux yeux des invités. Il ne voulut pas s'expliquer davantage et obstinément resta assis sur le bord de son lit tout le temps que je demeurais dans la chambre. Je suis très fatiguée ce soir et fort abattue. La pensée de Lucie m'obsède continuellement et je ne puis m'empêcher de me dire à chaque instant que tout aurait pu être différent. Si ce soir, aussitôt couché, je ne trouve pas le sommeil, eh bien... Alors le chloroforme, ce morphée moderne, C2HCl3O.H2O, mais je dois prendre garde à ne pas en faire une habitude. Non, ce soir je n'en prendrai pas. J'ai beaucoup pensé à Lucie et je ne ferai pas tort à son souvenir en voulant à tout prix l'oublier. S'il le faut cette nuit, je ne dormirai pas. Plus tard, heureux d'avoir pris cette décision, et surtout de l'avoir tenue. J'étais à me retourner dans mon lit d'un côté et de l'autre, et je venais d'entendre sonner 2 heures, seulement 2 heures, quand le veilleur de nuit frappa à ma porte. Il venait me dire que Renfield s'était échappé. Je m'habillai en toute hâte et descendis. Mon malade est trop dangereux pour se contenter d'errer dans les environs. Ses idées fixes peuvent constituer un véritable péril pour les gens qu'il viendrait à rencontrer. Le surveillant m'attendait. Moins de 10 minutes auparavant, il avait vu, encore par le petit guichet pratiqué dans la porte de la chambre, Renfield étendu sur son lit, apparemment endormi. Mais ensuite, son attention, attirée par le bruit d'une fenêtre que l'on ouvrait, et revenant en courant à la porte de Renfield, il avait vu les pieds de ce dernier disparaître par la fenêtre. Sans hésiter un instant, il m'avait fait appeler. Selon lui, Renfield, vêtu de sa seule chemise de nuit, ne devait pas être loin. Aussi valait-il mieux sans doute surveiller d'ici sa fuite que de tenter de le suivre immédiatement, car nous pourrions le perdre de l'établissement. Mais, fort et robuste, le surveillant ne pouvait pas songer à passer lui-même par la fenêtre. Comme je suis mince, il m'aida à sauter dans la cour. J'y réussis sans me blesser. Il me dit que le fugitif avait pris vers la gauche, tout droit. Je courus dans cette direction aussi vite que je pus.
Lorsque j'arrivai près des arbres, j'aperçus une silhouette blanche qui escaladait le haut mur séparant notre parc de celui de la maison inhabitée. Toujours en courant, je revins dire aux veilleurs de nuit d'appeler immédiatement 3 ou 4 hommes afin de venir avec moi à Carfax. Au cas où Renfield deviendrait dangereux, nous devions être plusieurs si nous voulions tenter de le ramener. Je pris une échelle et, montant à mon tour sur le mur, je me laissai tomber de l'autre côté. Au même moment, je vis Renfield disparaître derrière la maison et courus pour le rattraper. Arrivé de l'autre côté de la maison, je le trouvai qui s'appuyait de toute sa force contre la vieille porte de chêne de la chapelle. Apparemment, il parlait à quelqu'un. Mais je n'osais pas m'approcher de façon à entendre ce qu'il disait, car je craignais de le faire fuir. Poursuivre un essaim d'abeilles n'est rien comparé à la tentative de rattraper un fou à moitié nu qui s'est mis en tête de se sauver. Après quelques minutes cependant, je compris qu'il ne remarquait rien de ce qui se passait autour de lui. Aussi avançai-je vers lui, d'autant plus rassuré que mes hommes avaient maintenant franchi le mur et allaient le cerner. Je saisis ce qu'il disait. « Je suis à vos ordres, maître. Je suis votre esclave, et je sais que vous me récompenserez, car je serai fidèle. Il y a longtemps que je vous adore, de loin, maintenant que vous êtes tout près, j'attends vos ordres, et vous n'oublierez pas, n'est-ce pas, cher maître, dans la répartition de vos bienfaits, votre servant. » Quel mendiant, en vérité, il pense au pain et aux poissons, même lorsqu'il se croit devant la présence réelle. Ces différentes manies forment un mélange surprenant. Lorsque nous l'entourâmes et voulûmes le saisir, il se débattit comme un tigre. Il est d'une force incroyable, car il ressemble plus à une bête sauvage qu'à un homme. Jamais encore je n'avais vu un aliéné pris d'une telle fureur, et j'espère que c'est la dernière fois. Heureusement, nous nous sommes aperçus à temps de sa force et du danger qu'elle représentait. Je n'ose pas penser à ce qu'il aurait pu commettre si nous ne l'avions pas repris. Maintenant, en tout cas, il est en lieu sûr. Jack Sheppard lui-même ne parviendrait pas à se dégager de la camisole de force que nous lui avons mise. Il est attaché par des chaînes au mur du cabanon. De temps à autre, il pousse des cris épouvantables, mais le silence dans lequel il s'enferme ensuite est autrement inquiétant, car on y devine des tentations de meurtre. Il vient pour la première fois de prononcer quelques phrases cohérentes. « J'aurai de la patience, maître, je saurai attendre. » Moi aussi j'attendrai. J'étais trop excitée pour dormir, mais écrire ces pages m'a calmée et je sens que je dormirai quelques heures la nuit prochaine. Chapitre 9. Lettre de Mina Harker à Lucy Westenra. Budapest, 24 août. Ma très chère Lucy, je sais que tu es impatiente d'apprendre tout ce qui s'est passé depuis que nous nous sommes quittés à la gare de Whitby. Eh bien, arrivée à Hull, j'ai pris le bateau pour Hambourg, et là, le train m'a amenée ici. C'est à peine si je me souviens les détails du voyage. Comme je savais que j'allais retrouver Jonathan, et que j'aurais à le soigner, à le veiller, je ne songeais qu'à une chose, dormir le plus possible. Je trouvais un Jonathan maigre, pâle, et apparemment dans un état de faiblesse. Il n'avait plus dans les yeux ce regard résolu, ni sur les traits cette calme maîtrise dont je t'ai si souvent parlé. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne se rappelle plus rien de ce qui lui est arrivé ces derniers temps. Du moins, c'est ce qu'il veut me faire croire, et pour rien au monde je ne voudrais l'interroger à ce propos. Il a reçu un choc vraiment terrible, et j'ai bien peur que, si la mémoire lui en revenait, son cerveau ne résiste pas à cette nouvelle épreuve. Sœur Agatha, excellente créature et infirmière née, me répète que dans son délire, il a parlé de choses absolument effrayantes. J'aurais voulu qu'elle me donnât des détails, mais en se signant, elle m'a répondu que c'était impossible, que les propos tenus par un malade en délire étaient le secret de Dieu, et que si, par sa vocation même, une infirmière est bien obligée de les entendre, elle doit respecter ce secret. Le lendemain pourtant, devinant à quel point j'étais préoccupée d'elle-même, elle me reparla de cela. Tout ce que je puis vous dire, fit-elle, c'est que, à aucun moment il n'a parlé d'une faute qu'il aurait commise. Et vous, qui devez bientôt être sa femme, n'êtes nullement en cause. Il ne vous a pas oublié, et il n'a pas oublié tout ce qu'il vous doit. Ses angoisses provenaient de choses si terribles qu'aucun être humain n'aurait pu les apaiser. Sans doute la bonne âme craignait-elle que je fusse jalouse en pensant que mon pauvre chéri était tombé amoureux d'une autre femme. Moi, jalouse d'une femme dont mon pauvre chéri serait tombé amoureux. Jalouse! Moi qui suis si confiante en l'amour de Jonathan. Et pourtant, ma chère, laisse-moi te dire, comme j'ai été tout de même rassurée en apprenant qu'aucune femme n'était à l'origine de sa fièvre cérébrale. Je t'écris assise à son chevet et je le regarde à tout moment pendant qu'il dort. Il s'éveille. Éveillé, il m'a demandé son veston et dans une des poches a pris son calepin. Je fus sur le point de le supplier de me laisser lire ses notes,
car je savais que j'y aurais trouvé quelques indications au sujet de sa maladie, mais je crois qu'il a saisi ma pensée dans mon regard et il m'a prié d'aller à la fenêtre. Il voulait être seul un moment. Bientôt il m'a rappelé, et quand je me suis approchée de son lit, la main posée sur son calepin, il me dit d'un ton très grave: « Oui, Lémina. » Oui, ce qu'il avait à me confier devait être très sérieux, car c'était la première fois qu'il me donnait mon vrai nom, depuis le jour où il m'avait demandé en mariage. « Wilmina, ma chérie, tu sais ce que je pense de la confiance nécessaire entre une femme et son mari. Ils ne doivent rien se cacher, n'avoir aucun secret l'un envers l'autre. Je t'avoue donc que j'ai reçu un grand choc, et que maintenant, lorsque j'essaye de comprendre ce qui m'est arrivé, une sorte de vertige me gagne, de sorte que je ne sais plus si cela s'est réellement passé ou si ce n'était qu'un rêve. On t'a dit que j'avais eu une fièvre cérébrale, ce qui équivaut à de la folie. Le secret de ce qui m'est arrivé est enfermé dans ces pages, mais je ne veux pas le connaître. Je veux que ma vie, avec notre mariage, reparte de zéro. Car, ma chère, nous allons nous marier ici dès que toutes les formalités seront remplies. Veux-tu, Wilhelmina, partager mon ignorance? Voici mon calepin. Prends-le, garde-le. Si tu en as envie, lis tout ce que j'y ai écrit, mais ne m'en parle jamais. Je ne veux pas me souvenir de cette période. À moins que quelque grave devoir ne m'y oblige à y revenir, endormi ou éveillé, fou ou sain d'esprit. Il retomba, épuisé. En l'embrassant, je glissai le petit carnet sous son oreiller. Sœur Agatha a bien voulu aller de ma part chez la mère supérieure pour la prier de faire en sorte que notre mariage ait lieu cet après-midi. J'attends sa réponse. Elle est revenue et m'a dit que l'on était allé chercher l'aumônier de l'église anglicane. Dans 1 heure, nous serons mariés. Ou plutôt, dès que Jonathan s'éveillera. Lucie, les heures ont passé depuis que j'ai posé ma plume. L'instant m'a paru grave, et maintenant je me sens tellement heureuse. Quand Jonathan s'est éveillé, tout était prêt, et appuyé sur les oreillers, il est assis dans son lit. C'est d'un ton résolu et ferme qu'il a prononcé le « oui ». Pour moi, je pouvais à peine parler. J'avais le cœur si gros qu'il me semblait que le moindre mot m'étoufferait. Les religieuses sont si dévouées. Dieu veuille que je ne les oublie jamais, que je n'oublie jamais non plus les lourdes mais si douces responsabilités que j'ai prises. Il faut maintenant que je te parle de mon cadeau de noces. Quand l'aumônier et les sœurs m'eurent laissée seule avec mon mari, oh Lucie, c'est la première fois que j'écris ces mots. Mon mari. Je pris le calepin sous son oreiller, l'enveloppai d'une feuille de papier blanc, liai le tout d'un petit ruban bleu pâle et scellai le nœud que je cachetais à l'aide de cire et en me servant comme cachet de mon alliance. Puis j'y déposai un baiser et dis à mon mari que je garderais pour toujours ainsi ce petit paquet, qu'il serait pour nous, notre vie durant, le signe extérieur de notre confiance réciproque, que je ne l'ouvrirais jamais, à moins que ce ne fût dans son intérêt à lui ou pour obéir à une impérieuse nécessité. Il me prit la main. Oh Lucie, c'était la première fois qu'il me prenait la main de sa femme. Il me répondit que semblable promesse était la chose qui lui tenait le plus au cœur et que, pour en être digne, il consentirait s'il le fallait à revivre tout le passé. Le pauvre garçon voulait assurément dire une partie du passé, mais il est encore incapable d'évaluer le temps écoulé, et je ne m'étonnerais pas si, pendant quelque temps, il confondait non seulement les mois, mais aussi les années. Qu'aurais-je pu lui répliquer ? Je me contentais de lui murmurer que j'étais la femme la plus heureuse du monde, que je n'avais rien d'autre à lui donner que moi-même, ma vie, ma foi, mon amour et mes devoirs envers lui. Puis, quand il m'embrassa et m'attira à lui de ses mains maigres et sans force, j'eus l'impression que nous échangions à nouveau une promesse solennelle. Ma chère Lucie, sais-tu pourquoi je te raconte tout ceci ? Non seulement parce que cela m'est doux, tu le devines, mais parce que tu as toujours été ma plus grande amie, et que tu le resteras. J'ai considéré comme un privilège d'être ton amie, et un peu ton guide quand tu es sortie de l'école pour te préparer à la vie. Je voudrais maintenant te prouver, grâce à l'exemple que je puis être pour toi, à quoi l'on peut aboutir avec de la patience, de l'endurance, afin que, mariée à ton tour, tu sois aussi heureuse que je le suis maintenant. Ma chérie, plaise à Dieu que ton existence soit ce qu'elle promet, un long jour ensoleillé, sans vent, sans devoir négliger, sans méfiance aucune. Je te souhaiterais pas de n'avoir jamais de peine, cela est impossible. Mais encore une fois, j'espère que tu seras toujours aussi heureuse que je le suis maintenant. Au revoir, ma chérie. Je vais mettre immédiatement cette lettre à la poste et je t'écrirai encore bientôt. Je dois te quitter car Jonathan s'éveille. Il faut que je demande à mon mari s'il n'a besoin de rien. Ton amie de toujours, Mina Harker. Lettre de Lucie Westenra à Mina Harker. Whitby, 30 août. Ma très chère Mina, des océans d'amitié, des millions de baisers, et que tu sois bientôt chez toi, dans ta maison, avec ton mari.
Si vous pouviez revenir assez tôt encore en Angleterre, vous viendrez passer quelques jours ici, à Whitby. L'air vif ferait le plus grand bien à Jonathan. Pour moi, il m'a complètement remise. J'ai un appétit d'ogre, je me sens pleine de vitalité, et je dors très bien. Tu te réjouiras d'apprendre, je crois, que je ne me promène plus tout endormie. Je pense qu'il y a bien une semaine que je n'ai plus quitté un lit. C'est-à-dire pendant la nuit. Arthur prétend que j'ai grossi. À propos, j'ai oublié de te dire qu'Arthur est ici. Nous faisons des promenades à pied ou en voiture, nous montons à cheval, nous ramons, nous jouons au tennis, nous allons à la pêche ensemble. Je l'aime plus que jamais. Il me dit que lui aussi, il m'aime toujours davantage, mais j'en doute, car au début, il me disait qu'il ne pourrait pas m'aimer plus qu'il ne le faisait alors. Le voilà qui m'appelle, aussi je te quitte. Toute amitié de ta Lucie. PS. Maman t'envoie ses meilleures pensées. Elle semble aller un peu mieux. PPS. Nous nous marierons le 28 septembre. Journal du docteur Seward. 22 août. Le cas de Renfield devient de plus en plus intéressant. Il y a maintenant de longues périodes de calme, mais pendant quelques jours après sa dernière crise, il n'a pas cessé d'être violent. Puis un soir, comme la lune se levait, il s'apaisa et murmura plusieurs fois à lui-même « Maintenant, je peux attendre, je peux attendre. » Le surveillant est venu me prévenir et je suis descendue immédiatement me rendre compte de ce qui se passait réellement. Renfield, toujours enfermé dans le cabanon et portant la camisole de force, n'avait plus son air de fureur et ses yeux avaient retrouvé un peu de leur douceur suppliante. J'allais presque dire obséquieuse. J'ordonnai qu'on le libérât. Le personnel hésita mais finalement m'obéit. Chose étrange, le malade comprit parfaitement cette méfiance des surveillants car s'approchant de moi, il me murmura à l'oreille cependant qu'il les regardait à la dérobée. Ils pensent sans doute que je veux vous blesser. Moi, vous blesser? Les idiots! Il y avait somme toute quelque chose de rassurant à constater, c'est que même dans l'esprit de ce malheureux, j'étais différent de mes subalternes. Toutefois, je suivais mal sa pensée. Devais-je comprendre que j'ai quelque chose de commun avec lui, de sorte que, pourrait-on dire, nous soyons lui et moi du même bord? Ou bien attend-il de moi tel bienfait qu'il me juge un allié indispensable? Je vais essayer d'y voir plus clair. Ce soir, en tout cas, il refuse de parler. Il ne se laisse même pas tenter quand on lui offre un chaton, ou même un chat adulte. Il se contente de répondre « Les chats ne m'intéressent plus. En ce moment, vraiment, d'autres choses me préoccupent, et je peux attendre. Je peux attendre. » Le surveillant me dit que, une fois que je fus sortie de la chambre, il est resté calme jusqu'à l'aube, puis il s'est mis peu à peu à s'agiter. Et cette crise est devenue si violente qu'il a fini par s'évanouir et est resté dans une sorte de coma. Voilà 3 nuits que la même chose s'est reproduite. Des crises violentes pendant la journée, puis de longues heures de calme pendant la nuit. Il me faut trouver la raison de ces répits qui suivent régulièrement les crises. Peut-être notre homme est-il sujet à quelque influence? Si c'était vrai. Ce soir, nous jouerons esprit sain contre esprit malade. L'autre jour, Renfield s'est échappé malgré notre surveillance. Ce soir, nous l'aiderons à s'échapper. Nous lui donnerons sa chance et les gardiens seront prêts à le suivre, éventuellement. 23 août. C'est toujours l'inattendu qui arrive, comme Disraeli avait raison. Quand notre oiseau trouva sa cage ouverte, il ne voulut pas s'envoler, de sorte que tous les arrangements que nous avions pris ne servirent à rien. Cependant, une chose est prouvée, les périodes de calme durent quelque temps. Désormais, nous le laisserons libre quelques heures par jour. J'ai dit au surveillant de nuit de ne le mettre au cabanon quand il est paisible qu'1 heure, seulement avant le lever du soleil. Il jouira physiquement de cette liberté relative, même si son esprit est incapable de l'apprécier. Mais on m'appelle. De nouveau, ce à quoi je ne m'attendais pas. Le malade s'est échappé. Une fois de plus. Même jour, un peu plus tard, une autre aventure ce soir. Renfield a attendu que le surveillant soit entré dans la chambre, puis il a profité d'un moment où l'autre était occupé pour se précipiter dans le corridor. J'ai donné l'ordre au gardien de le suivre. Comme la première fois, il s'est dirigé vers la maison inhabitée, et nous l'avons encore trouvé, appuyé contre la porte de la vieille chapelle. Quand il m'a vu, accompagné du gardien, il s'est mis dans une colère extrême, et si mes hommes ne l'avaient pas empoigné à temps, je crois qu'il aurait tenté de me tuer. Tandis que nous le tenions, soudain, il est devenu encore plus violent, mais presque aussitôt, il s'est calmé. Cela m'a paru fort étrange, et instinctivement j'ai regardé autour de nous. D'ailleurs, sans rien apercevoir. Alors j'ai suivi ses regards, mais de nouveau, je n'ai rien pu distinguer dans le ciel où la lune brillait, si ce n'est une grosse chauve-souris qui volait vers l'ouest, silencieuse, pareille à un fantôme. Les chauves-souris souvent s'amusent, dirait-on, à passer et repasser au même endroit,
mais celle-ci semblait se diriger vers un but bien défini. De plus en plus calme, Renfield nous dit bientôt « Inutile de me tenir, je peux retourner seul, et tranquillement. » En effet, nous rentrâmes sans la moindre difficulté, mais ce calme chez mon malade ne me dit rien qui vaille, et je ne dois pas oublier ce qui vient de se passer. Journal de Lucy Westenra. Illingham, 24 août. Comme Mina, je vais tenir un journal. Puis, lorsque nous serons à nouveau ensemble, nous parlerons longuement de tout ce que j'aurai noté ici. Mais quand sera-ce? Que n'est-elle ici maintenant, car je me sens si malheureuse. La nuit dernière, j'ai eu l'impression de refaire les rêves que je faisais à Whitby. Peut-être est-ce à cause du changement d'air, ou parce que je suis revenue à la maison. Le plus terrible, c'est que je ne me rappelle rien. Mais j'ai continuellement peur, sans pourtant savoir de quoi, et je me sens si faible, comme épuisée. Quand Arthur est venu déjeuner avec nous, il a paru tout triste en me voyant. Je n'ai pas eu le courage de m'efforcer d'être gaie. Je me demande s'il ne me serait pas possible de partager la chambre de maman cette nuit. J'y dormirai tranquille, je trouverai un prétexte pour le lui demander. 25 août. Encore une mauvaise nuit. Ma proposition n'a pas semblé plaire à maman. Elle-même n'est pas très bien et sans doute craint-elle de m'importuner souvent si nous dormons dans la même chambre. J'ai donc essayé de ne pas céder au sommeil et j'y ai réussi quelque temps, mais les 10 coups de minuit m'éveillèrent. Je m'étais donc endormie malgré tout. Il me semble qu'on grattait à la fenêtre, ou bien plutôt était-ce un battement d'aile, mais je n'y pris point garde et comme je me souviens de rien d'autre, je suppose que je me rendormis aussitôt. De nouveaux cauchemars. Si je pouvais me les rappeler. Ce matin encore, je suis horriblement faible. Mon visage est d'une pâleur effrayante et j'ai mal à la gorge. Je crois aussi que j'ai quelque chose au poumon. Je respire souvent avec difficulté. J'essaierai de me montrer un peu plus joyeuse devant Arthur, sinon il sera de nouveau très malheureux. Arthur Holmwood, au docteur Seward. Abermale Hotel, 31 août. Mon cher Jack, je voudrais vous demander un service. Lucie est malade, non pas d'une maladie bien précise, mais elle a de très mauvaises mines et son état empire de jour en jour. Je lui demandais à elle-même de quoi elle souffrait, et non pas à sa mère, car il serait fatal pour la pauvre dame de l'inquiéter au sujet de Lucie. Miss Westenra m'a confié qu'elle n'avait plus longtemps à vivre, mais que Lucie n'en sait rien encore. Je suis certain pourtant que ma pauvre chérie, quoiqu'elle me dise le contraire, se tracasse à propos de l'une ou l'autre chose que j'ignore. Je suis fort inquiet, la regarder est maintenant pour moi devenue une souffrance. Je lui ai dit que je vous demanderais de venir la voir, et finalement elle y a consenti. Ce sera bien pénible pour vous, mon vieil ami, je le sais, mais il s'agit de sa santé, n'est-ce pas? Et nous ne devons pas hésiter à agir. Voulez-vous venir déjeuner demain à 2 heures à Illingham? De cette façon, nous n'éveillerons aucun soupçon chez Miss Westenra. Après déjeuner, Lucie s'arrangera pour être un moment seule avec vous. Moi, je viendrai à l'heure du thé, puis nous repartirons ensemble. Encore une fois, je suis fou d'inquiétude et j'ai hâte de savoir ce que vous penserez de son état. Venez sans faute. Arthur. Télégramme d'Arthur Holmwood au docteur Seward. 1er septembre. Appelé au chevet de père, de plus en plus mal. Lettre suit. Écrivez-moi longuement, ce soir, à Ring, télégraphiez si nécessaire, Art. Lettre du docteur Seward à Arthur Holmwood, 2 septembre. Mon vieil ami, laissez-moi vous dire tout de suite que selon moi, Miss Westenra n'est atteinte d'aucun trouble fonctionnel, d'aucune maladie. Pourtant, j'ai été terriblement frappée au moment où je l'ai revue. Hélas, elle n'est plus du tout ce qu'elle était à notre dernière rencontre. Bien entendu, il ne faut pas oublier que je n'ai pas pu l'examiner comme je l'aurais voulu. Notre amitié même rendait la chose assez difficile. Je vais vous dire exactement comment ma visite s'est passée, et de ces explications vous tirerez vous-même vos conclusions. Alors seulement je vous mettrai au courant de ce que j'ai déjà fait et de ce que maintenant je propose de faire. Quand je suis arrivée à Illingham, Miss Westenra m'a paru d'humeur assez enjouée. Sa mère se trouvait près d'elle, et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'elle faisait l'impossible pour dissimuler son véritable état, afin de ne pas l'inquiéter. Car je ne doute pas qu'elle devine, si même personne ne lui en a parlé, combien la prudence est nécessaire à l'égard de Miss Westenra. Je déjeunai avec ces dames, et comme tous trois nous nous efforçâmes de nous montrer fort gais, cet effort eut sa récompense. Nous passâmes une bonne heure au moins à nous amuser réellement. Puis Miss Westenra monta se reposer, et je restai seule avec Lucie. Jusqu'au moment où nous fûmes passés dans son boudoir, elle feignit cette humeur joyeuse, car les servantes ne cessaient d'aller et venir. Mais aussitôt la porte refermée, elle laissa tomber le masque, et s'affalant dans un fauteuil, elle soupira, et de la main se couvrit les yeux. Je lui demandai alors de quoi elle souffrait.
Si vous saviez comme j'aime peu parler de moi, s'écria-t-elle. Je lui rappelai que le secret des confidences faites à un médecin est considéré comme inviolable, mais je lui avouai toutefois que vous m'aviez dit votre inquiétude à son sujet. Elle saisit immédiatement la situation et, en quelques mots, me laissa le champ libre. Dites à Arthur tout ce que vous voulez. Si j'ai du chagrin, ce n'est pas pour moi, mais pour lui. C'est pourquoi je vous fais part de mes impressions. Je vis tout de suite qu'elle était anémique, quoiqu'elle ne présente aucun des signes propres à cette maladie. De plus, par un heureux hasard, je pus examiner la qualité de son sang, car un moment après, elle se blessa légèrement à la main en ouvrant la fenêtre. Rien de grave, bien sûr, mais j'eus ainsi l'occasion de recueillir quelques gouttes de sang que j'ai ensuite analysées. Cette analyse donne un très bon résultat. D'autre part, je ne vois aucun symptôme inquiétant. Néanmoins, comme cet état anémique est évidemment le résultat d'une cause bien déterminée, je conclus que cette cause doit être d'ordre mental. Miss Westenra se plaint d'une certaine difficulté à respirer, d'un sommeil lourd, comme léthargique, souvent accompagné d'affreux cauchemars dont pourtant sa mémoire ne garde pas le détail. Elle me dit, enfant, elle était sujette à des crises de somnambulisme et que, à Whitby, cet été, ces crises ont de nouveau saisi et que même, une nuit, elle est sortie de l'hôtel endormie, montée sur la falaise où Miss Murray l'a retrouvée. Mais elle m'assure que ces derniers temps, elle a passé des nuits tranquilles. Comme je ne sais pas trop ce qu'il faut penser de tout cela, j'ai fait ce qu'il me semblait le plus indiqué. J'ai écrit à mon vieil ami et maître, le professeur Van Helsing, d'Amsterdam, grand spécialiste des maladies de ce genre. Je l'ai prié de venir voir la patiente, et comme vous me dites que dans votre dernière lettre que vous prenez tous les frais à votre charge, je lui ai parlé de vous en précisant que vous êtes le fiancé de Miss Westenra. Ceci, mon cher Hart, parce que vous en avez exprimé le désir, car je serai toujours fier et heureux d'aider Miss Westenra autant que je le puis. Quant à Van Helsing, j'en suis certain, il fera tout pour moi, pour des raisons personnelles, de sorte que, peu importe en quelle qualité il vienne ici, il nous faudra nous en remettre à toutes ses décisions. Il peut en certaines circonstances paraître despotique, mais cela tient au fait que mieux que personne, il sait ce dont il parle. C'est en même temps un philosophe et un métaphysicien, réellement un des plus grands savants de notre époque. C'est, je crois, un esprit ouvert à toutes les possibilités. De plus, il a des nerfs inébranlables, un tempérament de fer, une volonté résolue, et qui va toujours au but qu'elle s'est proposé, un empire admirable sur lui-même, et enfin une bonté sans limite, telles sont les qualités dont il est pourvu et qu'il met en pratique dans le noble travail qu'il accomplit pour le bien de l'humanité. Je vous dis tout ceci pour que vous compreniez pourquoi j'ai une telle confiance en lui. Je lui ai demandé de venir, toutes affaires cessantes, et je verrai demain Miss Westenra, mais pas chez elle, car je ne voudrais pas inquiéter sa mère par des visites trop fréquentes. Bise bien à vous, John Seward. Abraham Van Helsing, M.D., D. Lit, etc. Au Dr. Seward, 2 septembre. Mon cher ami, je reçois votre lettre et j'arrive. Je puis parfaitement partir sans attendre, aucun malade n'ayant besoin de moi pendant un jour ou deux. Je les plaindrais s'il en était autrement, car rien ne pourrait m'empêcher d'aller vers mon ami qui m'appelle pour assister ceux qui lui sont chers. Dites à ce jeune homme que le jour où vous êtes précipité pour sucer le poison qui menaçait d'envenimer la blessure faite par le couteau que, dans un geste maladroit, notre autre ami avait glissé, vous avez donné à ce jeune homme, et plus qu'il ne le supposerait jamais, le droit de recourir à mes soins. Et vous-même vous êtes mis en droit de demander séjour pour lui, et cela sans qu'y intervienne le moins du monde l'importance de sa fortune. Mais que ce soit un de vos amis que j'aide, ça m'est un plaisir autant plus grand. Ayez la bonté de me retenir un appartement au Grand Hôtel de l'Est, proche de la demeure de notre malade, et prévenez la jeune demoiselle que nous la verrons demain matin, car il se peut tout de même que je doive revenir ici demain soir. Mais s'il le fallait, je retournerai à Londres dans 3 jours, et je pourrai alors y rester plus longtemps. Au revoir, mon ami. Van Helsing. Dr. Seward à l'honorable Arthur Holmwood, 3 septembre. Mon cher Hart, Van Helsing est venu et reparti. Il m'a accompagné à Hillingham. Miss Westenra déjeunant dehors, nous fûmes donc seuls avec Lucie. Van Helsing l'a examiné très sérieusement. Il doit me faire part de son diagnostic, car naturellement je n'ai pas assisté à tout l'examen. Je crois toutefois qu'il est inquiet, mais il m'a dit qu'il devait d'abord beaucoup réfléchir et chercher. Quand je lui ai parlé de notre amitié et de la confiance que vous me témoignez en cette affaire, il m'a répondu « Il faut absolument qu'il sache tout ce que vous en pensez et tout ce que je pense, moi, pour autant que vous deviniez mes pensées. Non, je ne plaisante pas, il s'agit d'une question de vie ou de mort, et peut-être d'autres choses encore. » Je le priai de s'expliquer davantage, car il avait prononcé ces mots sur un ton des plus graves.
Cela se passait à notre retour en ville. Nous prenions une tasse de thé avant son départ pour Amsterdam, mais j'eus beau le questionner, il ne voulut rien me dire d'autre. Ne m'en veuillez pas, Hart. Ce silence chez lui montre qu'il pense à la malade, qu'il étudie minutieusement le cas, qu'il cherche en faisant appel à toute sa science. Il parlera plus clairement quand il saura ce qu'il doit savoir. Soyez-en certains. Je lui ai donc dit que je me bornerais à vous raconter notre visite exactement comme si je rédigeais un article spécial pour le Daily Telegraph, mais sans paraître m'écouter, il a fait la remarque que l'air à Londres n'était plus aussi chargé que la suite qu'au temps où il était étudiant. Je recevais vraisemblablement son rapport demain. En tout cas, j'attends une lettre. Bon, maintenant notre visite. Lucie était plus gaie que le premier jour où je l'avais vue, et sa mine certainement meilleure. Elle ne regardait plus de ses yeux qui vous avaient tant effrayé, et elle respirait normalement. Envers le professeur, comme d'ailleurs envers tous ceux qui l'approchent, elle fut très aimable, et elle s'efforça de paraître très naturelle devant lui, encore que pour y parvenir, la pauvre dut visiblement lutter contre elle-même. Van Helsing, je pense, le remarqua comme moi, car je vis qu'il lui jetait sous ses sourcils en broussailles des coups d'œil rapides et pénétrants que je connais depuis si longtemps. Il bavarda de choses et d'autres, sauf de nous-mêmes et de maladies. Il mettait dans ses propos tant de bonne humeur que bientôt, chez Lucie, ce qui jusque-là n'avait été que feinte, se changea bientôt en une gaieté réelle. Alors, continuant apparemment la même conversation, doucement, il en vint à faire allusion à l'objet de sa visite. « Ma chère demoiselle, déclara-t-il, le si grand plaisir de venir vous voir m'est donné uniquement parce qu'on a pour vous un très grand amour. Et cela est tellement précieux, croyez-moi. On m'a dit que vous étiez très pâle et fort abattu. J'ai répondu « Pfut !» Il fit à mon adresse un léger mouvement de la main. « Et nous allons, vous et moi, leur prouver à tous deux qu'ils ont tort. Comment peut-il, et il me désigna du même regard et du même geste dont il m'avait déjà désigné dans la classe un jour, lors d'un incident qu'il ne manquait jamais de me rappeler, comment pourrait-il connaître quelque chose aux jeunes demoiselles? Il doit s'occuper de ses malades, les soigner, leur faire retrouver le bonheur et les rendre à ceux qui les aiment. Certes, ce n'est pas rien, mais la récompense de nos efforts, justement, c'est d'être à même de rendre aux malades avec la guérison le bonheur. Quant aux jeunes demoiselles, il n'y a ni femmes ni filles, ni les jeunes filles se confient pas aux jeunes gens, mais aux vieux messieurs comme moi, qui ont, au cours de leur vie, vu tant de souffrances autour d'eux, si même ils n'en ont pas connu eux-mêmes, et qui en ont pénétré les causes. Aussi, ma chère amie, nous allons l'envoyer fumer une cigarette au jardin, pendant que nous bavarderons ensemble quelques instants. J'obéis aussitôt et j'allai me promener autour de la maison. Van Helsing ne fut pas long à m'appeler par la fenêtre. Lorsqu'il m'eut rejoint, il m'expliqua. Je l'ai très bien examinée, mais je ne trouve aucune déficience fonctionnelle. Comme vous, je pense qu'elle a dû perdre beaucoup de sang. Qu'elle a perdu, vous m'entendez, car il est certain qu'elle n'en perd plus pour le moment. Toutefois, il n'existe plus non plus chez elle aucun symptôme d'anémie. Je lui ai demandé de m'envoyer la femme de chambre à qui je voudrais poser une ou deux questions afin d'être renseignée le plus exactement possible. Mais je sais déjà que ce que cette servante me répondra. Pourtant, il y a une cause à cette maladie. Il existe toujours une cause à tout. Je vais donc retourner à Amsterdam et réfléchir. Vous me télégraphierez chaque jour et si cela est nécessaire, je reviendrai. Cette maladie, car de toute façon il s'agit d'une maladie, m'intéresse beaucoup, de même que cette charmante demoiselle. Oui, elle est vraiment charmante et je reviendrai volontiers pour elle seule, même si vous n'étiez pas là et si elle n'était pas malade. Je vous le répète, il n'a pas voulu m'en dire davantage, même lorsque je fus seule avec lui. Maintenant, Hart, vous en savez autant que moi. Ayez confiance en moi, je surveillerai de près notre chère malade. J'espère que votre père va mieux. Je me mets à votre place. Cela doit être terrible de savoir en danger les deux êtres qui vous sont les plus chers au monde. Je comprends parfaitement le sentiment du devoir qui vous fait rester auprès de votre père, mais si l'état de Lucie s'aggravait, je vous écrirais de revenir tout de suite. Donc, si vous ne recevez pas de mes nouvelles, ne soyez tout de même pas trop inquiet. Journal du docteur Seward. 4 septembre. Notre malade zoophage est de plus en plus intéressant à observer. Il n'a plus eu une seule crise. Il n'y a plus eu qu'une seule crise, hier, à midi, un peu avant que sonnent les 12 coups. Il devint agité. Reconnaissant le mal aux symptômes habituels, le surveillant fit aussitôt demander de l'aide. Heureusement, on arriva immédiatement, car, alors que midi sonnait, le malade entra dans une telle fureur que les hommes n'eurent pas trop de toute leur force pour le maintenir. Au bout de 5 minutes toutefois, il commença à se calmer, et finalement tomba dans un état de mélancolie qui dure encore. Les surveillants me disent qu'au paroxysme de la crise, il poussait des cris effrayants. J'eus fort à faire quand j'allais le voir,
et de plus j'eus à m'occuper d'autres malades que ces cris avaient plongés à leur tour dans un véritable état d'épouvante. Ce qui ne m'étonne nullement, car ces cris m'ont paru insupportables, à moi-même qui me trouvais pourtant loin du cabanon. C'est maintenant l'heure du dîner pour les pensionnaires, mais Renfield reste à bouder dans un coin tout en ruminant quelque idée, dirait-on. Je n'y comprends rien. Un peu plus tard, autre changement chez mon malade. À 5 heures, je suis retournée le voir. Il m'a semblé très content de son sort, il attrapait des mouches, les mangeait, et il notait chacune de ses captures en faisant, à l'aide d'un de ses ongles, une marque sur le chambranle de la porte. Quand il me vit, il vint à moi en s'excusant de sa mauvaise conduite et me demanda, me supplia presque, de le faire ramener dans sa chambre où il pourrait de nouveau écrire dans son calepin. Je crus bien faire de lui passer ce caprice. Pour le moment, il est donc dans sa chambre, dont il a ouvert la fenêtre. Il a éparpillé le sucre de son thé sur le rebord extérieur et il prend des mouches en grande quantité. Mais cette fois, il ne les mange pas. Il se contente de les mettre dans une boîte, ainsi qu'il faisait auparavant, et déjà, il examine les coins de sa chambre à la recherche d'une araignée. J'ai tenté de le faire parler des jours qu'il vient de passer, car le moindre fil conducteur de ses pensées m'eût aidé considérablement dans mon travail. Mais rien ne le fit sortir de son silence. Un instant, il parut très triste, et dit alors tout bas, d'une voix à peine perceptible, comme s'adressant plus à lui-même qu'à moi, « C'est fini, il m'a abandonné. Maintenant, je ne dois plus rien espérer, à moins d'agir moi-même. » Puis se tournant vers moi, d'un air résolu, il reprit, « Docteur, voulez-vous être très bon pour moi? Demandez que l'on m'apporte encore un peu de sucre. Je crois que cela me fera du bien. » Et les mouches? Bien sûr, les mouches l'aiment, elles aussi, et moi, j'aime les mouches. Voilà pourquoi j'aime le sucre. Et il y a des gens assez ignorants pour croire que les fous ne peuvent pas lier une idée à l'autre. Je lui fis donc apporter une double ration de sucre, et c'est un homme très heureux que je quittai. Minuit. Nouveau changement chez Renfield. Je revenais de chez Miss Westenra, que j'avais trouvé beaucoup mieux, et je m'étais arrêtée sur le seuil de l'établissement, désireux de contempler encore un peu le soleil couchant, quand je l'entendis qui hurlait à nouveau, et d'autant plus distinctement que sa chambre se trouve en façade. Ce ne fut pas sans un serrement de cœur que je me détournai du spectacle admirable qu'offrait le soleil couchant illuminant Londres comme à travers une brume teintée d'or, pour me retrouver devant cette façade de pierre, triste et d'aspect sévère, qui cache tant de misère humaine. J'arrivai dans la chambre de Renfield au moment même où, de sa fenêtre, je pus voir le soleil sombrant derrière l'horizon. Depuis quelques minutes déjà, la fureur de mon malade se calmait peu à peu, mais à l'instant précis où le disque rouge disparut, il glissa d'entre les mains qui le retenaient et tomba, telle une masse inerte sur le plancher. Il est étonnant de voir à quel point nos malades peuvent soudain recouvrer la raison, même si ce n'est que passagèrement, car en l'espace de quelques minutes, celui-ci se releva, très tranquillement, et regarda autour de lui. Je fis comprendre au surveillant qu'il devait le laisser agir à sa guise, car je voulais voir ce qui allait se passer. Il se dirigea immédiatement vers la fenêtre, fit disparaître le peu de sucre qui restait sur la pierre. Puis il prit la boîte où il enfermait ses mouches, laissa les mouches s'envoler et jeta la boîte. Enfin ferma la fenêtre et revint s'asseoir sur son lit. « Vous ne voulez donc plus de mouches ?» lui demandai-je. « Non, répondit-il, ces bestioles de rien du tout, j'en ai assez. » Que ne puis-je vraiment saisir la cause de ces crises? Attention, peut-être en trouverions-nous la véritable raison si nous savions pourquoi, mais aujourd'hui sa fureur a atteint un point extrême, à midi juste, puis au soleil couchant. Faut-il penser que le soleil a une influence maligne qui, à certains moments, affecte certaines natures, comme la lune parfois en affecte d'autres? Nous verrons. Télégramme du docteur Seward, Londres, au professeur Van Helsing, Amsterdam. 4 septembre. Malade beaucoup mieux aujourd'hui. Télégramme du docteur Seward, Londres, au professeur Van Helsing, Amsterdam, 5 septembre. Malade de mieux en mieux. Appétit excellent, sommeil naturel, bonne humeur, couleurs reviennent. Télégramme du docteur Seward, Londres, au professeur Van Helsing, Amsterdam, 6 septembre. Sérieuse aggravation. Venez immédiatement, sans perdre une heure. J.S. Chapitre 10. Lettre du docteur Seward à l'honorable Arthur Holmwood. 6 septembre. Mon cher Hart, les nouvelles d'aujourd'hui ne sont plus aussi bonnes. L'état de santé de Lucie s'est un peu aggravé. Cependant, cette aggravation a eu un résultat que je n'osais pas espérer. Miss Westenra m'a demandé ce que, médicalement, je pensais de la situation présente. J'en ai profité pour lui dire que mon vieux maître, le professeur Van Helsing, venait passer quelques jours chez moi et que j'allais lui demander d'examiner et de soigner
Lucie à son tour, de sorte que maintenant, chaque fois que nous le jugeons nécessaire, il nous est permis de nous rendre chez cette bonne dame sans trop l'inquiéter, ni lui causer une trop grande émotion qui serait fatale pour elle. D'autant plus que la douleur qu'en éprouverait Lucie lui serait un choc que nous devons à tout prix éviter. Tous, mon pauvre vieil ami, nous sommes devant des difficultés qui paraissent insurmontables. J'espère toutefois qu'avec l'aide de Dieu, nous en viendrons à bout. Au besoin, je vous écrirai encore. Si donc vous recevez d'ici quelques jours rien de moi, c'est que j'attends moi-même les événements. En hâte, bien à vous, John Seward. Journal du docteur Seward. 7 septembre. La première chose que me dit Van Helsing quand nous nous rejoignîmes à Liverpool Street fut « Avez-vous averti notre jeune ami, le fiancé ?» « Non, répondis-je, j'attendais de vous avoir vu, ainsi que je vous le disais dans mon télégramme. Je lui ai envoyé un mot lui disant simplement que vous comptiez revenir examiner à nouveau Miss Westenra et que je lui donnerais des nouvelles dès que j'en aurais. » Bon, mon ami, c'est parfait. Il faut mieux ne pas le mettre au courant maintenant. Peut-être ne saura-t-il jamais la vérité, je l'espère de tout mon cœur. Mais si cela était absolument nécessaire, nous lui dirions tout. Mon ami, comprenez-moi mieux que personne, vous me comprendrez, vous, dans la spécialité de soigner les malades mentaux. Nous sommes tous fous d'une manière ou d'une autre, et dans la mesure où vous faites preuve de discrétion quand vous soignez vos fous, vous vous conduisez de même avec les fous de Dieu, tous les hommes. Vous ne dites pas à vos malades pourquoi vous les soignez de telle ou telle façon, vous ne leur dites pas ce que vous en pensez. Dans le cas qui nous occupe, ce que vous savez, vous le garderez pour vous, jusqu'à ce que votre conviction soit plus solide. Oui, ce que nous savons, nous le garderons là, et là pour le moment. Il me toucha à la place du cœur, puis le front, puis ramena son doigt à son cœur et à son front. Pour ma part, je suis déjà parvenue à certaines conclusions que je vous dévoilerai plus tard. Pourquoi pas maintenant, demandai-je. Cela nous serait peut-être utile, cela nous aiderait peut-être à prendre une décision. Il eut un geste de la main, comme pour m'imposer le silence, et me regardant dans les yeux, il reprit « Mon ami John, quand le blé est sorti de terre, mais qu'il n'est pas encore mûr, tant que le lait de la terre maternelle est encore en lui, mais que le soleil n'a pas encore commencé à le peindre de ses couleurs d'or, le laboureur arrache un épi qu'il écrase entre ses mains rugueusement et souffle sur les grains encore verts en vous disant « Regardez, c'est du bon blé, cela promet une fameuse récolte. » Je lui avouai que je ne saisissais pas le rapport entre cette allégorie et ce dont nous parlions. Avant de répondre, il vint me prendre le bout de l'oreille et par jeu le tira, ainsi qu'il en avait l'habitude quand j'assistais à ses cours des années auparavant. Finalement, il m'expliqua. Le bon laboureur parle ainsi parce qu'il sait maintenant que la récolte sera bonne, mais il l'ignorait avant de voir l'épi. Mais jamais un bon laboureur ne déterrera le blé qu'il a semé afin de voir s'il pousse. Les enfants qui jouent au laboureur agissent ainsi, mais non pas ceux qui cultivent la terre pour vivre. Comprenez-vous maintenant, ami John ? J'ai semé mon blé, et c'est la nature qui doit le faire germer. S'il se met à germer, tant mieux. J'attendrai que l'épi commence à gonfler. Il se tut, certain que je le suivais à présent. Bientôt pourtant, il reprit à nouveau sur un ton très grave. Vous avez été parmi les meilleurs élèves que j'ai jamais eus. Vous n'étiez qu'un étudiant alors. Maintenant vous êtes un maître, et j'aime à croire que vous avez gardé vos habitudes studieuses d'autrefois. Souvenez-vous, mon ami, que le savoir est plus important que la mémoire, et que nous ne devons pas nous fier aveuglément aux notions acquises. Même si vous avez abandonné ces habitudes d'antan, reprenez-les, et laissez-moi vous dire que dans le cas de notre chère demoiselle, il peut devenir... Attention, n'est-ce pas, je dis peut devenir, d'un intérêt réel pour nous et pour les autres, il ne faut rien négliger. Un conseil, notez même vos doutes, la moindre de vos hypothèses. Il vous sera sans doute utile plus tard de vérifier à quel point vos suppositions étaient justes. L'échec nous sert de leçon, pas le succès. Quand je lui parlais des symptômes que je remarquais chez Lucie, les mêmes que précédemment mais beaucoup plus prononcés, il parut fort préoccupé mais ne dit rien. Il prit la sacoche qui contenait les instruments et médicaments, tout le fameux attirail tout l'affreux attirail que de notre profession salutaire. C'est ainsi qu'un jour, pendant une leçon, il avait appelé l'ensemble de ce qui était nécessaire à un médecin pour exercer son art. Miss Westenra vint nous accueillir. Son inquiétude n'était pas telle que je l'avais craint. La nature a voulu que même la mort menaçante de temps à autre porte en soi l'antidote aux terreurs qu'elle inspire. Dans le cas de Miss Westenra, par exemple, on dirait que tout ce qui ne lui est pas strictement personnel
Même ce changement effrayant que nous voyons chez sa fille, qu'elle adore cependant, la laisse plus ou moins indifférente. Ceci n'est pas sans rappeler la façon dont Dame Nature procède, et entoure certains corps d'une enveloppe insensible qui les protège contre les blessures. Si c'est là un égoïsme salutaire, il nous faut prendre garde de ne pas condamner trop vite celui qui nous paraît coupable d'égoïsme, car les causes en sont parfois plus mystérieuses que nous ne le soupçonnons. Mes connaissances sur ce point de pathologie spirituelle m'amènent à adopter une ligne de conduite bien définie. Je décidai que la mère ne serait jamais présente quand nous examinerions Lucie, et qu'elle ne devrait pas se préoccuper de la maladie, à moins de nécessité absolue. Miss Westenra accepta cette décision avec un tel empressement que j'y vis, une fois de plus, un artifice de la nature qui lutte pour sauvegarder la vie. On nous introduisit, Van Helsing et moi, dans la chambre de Lucie. Si en la voyant hier j'avais été péniblement frappée, aujourd'hui j'éprouvais bel et bien de l'horreur. Elle avait un teint de craie, ses lèvres même, ses gencives semblaient exsangues. Son visage était tiré, amaigri au point que les os en étaient proéminents. L'entendre, la voir respirer devenait difficilement supportable. L'expression de Van Helsing se figea. Son front devint si soucieux que l'extrémité de ses sourcils parut se rejoindre au-dessus de son front. Lucie ne faisait pas le moindre mouvement, n'avait pas même, eût-on dit, la force de parler, de sorte que nous restâmes tous trois silencieux un moment. Puis Van Helsing me fit un léger signe de tête et nous sortîmes de la chambre sur la pointe des pieds. Dès la porte refermée, nous pressâmes le pas pour gagner la chambre voisine, et là, aussitôt, le professeur repoussa la porte et dit « Mon Dieu, c'est terrible. Il n'y avait pas une minute à perdre, elle va tout simplement mourir, faute de sang. Il n'en a même plus assez pour que le cœur fonctionne, il faut tout de suite faire une transfusion. Qui de nous deux ?» « Je suis le plus jeune et le plus fort, professeur, ce sera donc moi. Alors tout de suite, préparez-vous, je vais chercher ma trousse. » Il descendit avec lui, et comme nous arrivions au bas de l'escalier, on frappa à la porte d'entrée. La bonne ouvrit, c'était Arthur. Il se précipita vers moi, l'émotion l'empêchait presque de parler. « Jack, je suis si inquiet, me dit-il à voix basse. Votre lettre, je l'ai lue entre les lignes, et depuis lors, vous ne pouvez savoir combien je souffre. Comme mon père va mieux, j'ai décidé de venir me rendre compte de ce qui se passe réellement. Le docteur Van Helsing, je crois. Je vous suis si reconnaissant, monsieur, d'être venu. » Le professeur, au moment où il l'avait vu entrer, n'avait pu cacher son mécontentement d'être interrompu dans son travail en un moment aussi critique. Mais l'instant d'après, comprenant sans doute la résolution courageuse qui faisait agir ce garçon, ses yeux brillèrent, et sans attendre, il lui dit, en lui tendant la main, « Vous y arrivez à temps, monsieur. Vous êtes le fiancé de notre chère demoiselle, n'est-ce pas? Elle est mal, au plus mal. Mais non, jeune homme, ne vous laissez pas abattre de cette façon. » Car Arthur, devenu très pâle, s'était laissé tomber, presque évanoui sur une chaise. « Vous êtes courageux. Au contraire, vous allez l'aider. Vous pouvez faire pour elle plus que n'importe qui au monde, et précisément, c'est par votre courage que vous pouvez le mieux lui venir en aide. »« Que puis-je donc faire ?» demanda-t-il d'une voix faible. « Dites-moi, et je n'hésiterai pas un moment. Ma vie lui appartient et je donnerai tout pour la sauver jusqu'à la dernière goutte de mon sang. » Le professeur avait toujours eu de l'humour, et j'en vis encore un trait dans sa réponse. « Mon jeune monsieur, fit-il, je ne vous demande pas tant. Je ne vous demande pas jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Que faut-il faire alors ?» Il y avait comme du feu dans ses yeux et ses narines palpitantes d'impatience. Van Helsing lui donna une tape sur l'épaule. « Venez, dit-il. C'est un homme comme vous qu'il nous faut. Vous conviendrez beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux que mon ami John. » Arthur, évidemment, ne saisissant pas le sens de ces paroles, et le professeur lui expliqua doucement. « Oui, la jeune demoiselle est très mal. Il ne lui reste pour ainsi dire plus de sang et nous devons lui en rendre ou elle mourra. Nous nous étions mis d'accord, mon ami John et moi, pour lui faire ce que nous appelons une transfusion de sang, et John allait donner le sien puisqu'il est beaucoup plus jeune et plus fort que moi. » Ici Arthur me saisit la main et la serra longuement avec force. « Mais à présent, poursuivit Van Helsing, à présent que vous êtes ici, vous êtes le plus fort de nous trois. Peu importe qu'il soit jeune et moi vieux, puisque lui et moi, en tout cas, nous travaillons d'une façon intense avec notre cerveau, nous n'avons donc pas les nerfs aussi calmes que les vôtres, notre sang n'est certainement pas aussi rouge que celui qui coule dans vos veines. » Arthur se tourna vers lui. « Si vous pouviez savoir, commença-t-il, combien je serais heureux de mourir pour elle, alors vous comprendriez... » Mais il dut s'interrompre, la voix étranglée. « Pauvre garçon, s'écria Van Helsing, le jour viendra bientôt où, au fond de votre cœur, vous vous réjouirez d'avoir tout fait pour elle, pour celle que vous aimez. Maintenant venez avec nous, et taisez-vous. Vous l'embrasserez une fois avant la transfusion, mais quand ce sera fait, vous nous laisserez. Vous quitterez la chambre dès que je vous ferai signe qu'il est temps. Et pas un mot à Miss Westenra. Il faut la ménager. Je ne vous apprends rien. Venez. »
Nous montâmes tous les trois, mais le professeur ne voulut pas qu'Arthur entrât dans la chambre en même temps que nous. Il attendit sur le palier. Quand elle nous vit, Lucie tourna la tête et nous regarda sans rien dire. Elle ne dormait pas, mais simplement elle était trop faible. Un effort pour tenter de parler lui était impossible. Des yeux, elle cherchait notre regard comme si elle eût voulu se faire comprendre. Et c'était là tout ce dont elle était capable. Van Helsing ouvrit la trousse, y prit certaines choses qu'il posa sur une petite table que la malade ne pouvait voir. Il y prépara un narcotique, puis revint au chevet de Lucie. « Allons, petite demoiselle, fit-il gaiement, vous allez prendre ce médicament. Buvez bien tout ce qu'il y a dans le verre, comme une enfant sage. Regardez, je tiens le verre. Vous le viderez plus facilement. Voilà, c'est parfait. » Je fus étonnée de voir combien de temps la drogue mettait à agir. Ceci montrait à quel point la jeune fille était faible. Une éternité sembla s'écouler avant que le sommeil ne commençât à alourdir ses paupières. Toutefois, elle finit par s'endormir profondément. Dès que le narcotique eut produit son effet, Van Helsing fit entrer Arthur dans la chambre et pria d'ôter son veston. « Et maintenant, ajouta-t-il, vous pouvez l'embrasser comme je vous l'ai dit. Pendant ce temps, je vais amener la table près du lit. Mon ami, John, aidez-moi. » De sorte que, tout à notre occupation, nous ne regardâmes pas Arthur, tandis qu'il se penchait vers Lucie. Van Helsing me glissait à l'oreille. « Il est si jeune, si fort, et j'en suis certain, il a le sang si pur, que nous n'avons pas à le défibriner. » Et la suite au prochain épisode.